Savez-vous qu'à chaque fois que vous avez une pensée, vous produisez une substance chimique et que si vous avez de grandes pensées ou des pensées illimitées ou des pensées heureuses, vous produisez en l'espace de quelques secondes des substances chimiques qui vous font sentir merveilleusement bien ou illimité ou heureux. En d'autres termes, cette chose immatérielle qu'on appelle la pensée active un certain nombre de circuits dans le cerveau qui produit alors des substances chimiques afin que notre ressenti puisse être en parfaite adéquation avec nos pensées. Et quand vous avez des pensées négatives ou des pensées dévalorisantes sur vous-même ou des pensées malheureuses, que se passe-t-il en l'espace de quelques secondes? Vous vous sentez négatif, indigne ou malheureux. Pourquoi? Parce que vos pensées envoient un signal au corps pour qu'il puisse refléter votre façon de penser. Et puisque le cerveau est en constante communication avec le corps et qu'il est toujours en train d'évaluer l'environnement interne, quand il remarque la nature de votre ressenti et puisqu'il a tendance à penser en fonction de votre ressenti, il produit par conséquent les substances chimiques adéquates pour que votre ressenti soit en adéquation avec vos pensées, qui créeront alors le ressenti adéquat qui créera les pensées adéquates qui créeront le ressenti adéquat et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout cela devienne ce qu'on appelle un état d'être. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de penser à partir de ce que vous ressentez et de ressentir à partir de ce que vous pensez, votre ressenti devient votre moyen de penser. Et si vous ne pouvez pas penser plus grand que votre ressenti, il vous est impossible de changer. Pour changer donc, vous devez penser plus grand que votre ressenti. Imaginez quelqu'un qui a une pensée d'insécurité. Pas forcément quelqu'un ici, mais n'importe qui. Quand vous avez une pensée d'insécurité, que se passe-t-il en l'espace de quelques secondes? Vous commencez à ne plus vous sentir en sécurité, n'est-ce pas? Et dès l'instant où vous ne vous sentez plus en sécurité, comment sont vos pensées? En adéquation avec votre ressenti. Et votre ressenti va à son tour créer des substances chimiques en adéquation avec vos pensées. Et nous créons tous des traits de personnalité à partir de nos pensées et de notre ressenti. Cette continuité neurochimique qui résulte de notre façon de penser et de ressentir crée ensuite un état d'être avec lequel nous finissons par nous identifier. Et arrivé à l'âge de 35 ans, cette boucle de continuité neurochimique sera devenue notre façon de nous définir en tant qu'identité. Et vous seriez d'accord pour dire que si vous pensez à partir de votre ressenti et que vous ressentez à partir de vos pensées et que si vous produisez pendant 20 ans les mêmes substances chimiques qui conditionnent votre corps, celui-ci sera conditionné après un certain temps à suivre les ordres de l'esprit tel un domestique ou un animal. Et sachant que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, êtes-vous d'accord pour dire aussi qu'après 20 ans de souffrance par exemple, après 20 ans passés à penser à partir de votre ressenti et à ressentir à partir de vos pensées, vous conditionnez votre corps à s'habituer à ce bain de substances chimiques et aux émotions qui en résultent, et qu'après un si long conditionnement, le corps aura acquis assez d'informations pour devenir l'esprit. Voyez-vous, une habitude se forme quand le corps devient l'esprit. Imaginez que vous vous dites « D'accord, je comprends. J'ai souffert pendant 20 ans, mais aujourd'hui je vais arrêter de souffrir. Je vais proclamer au monde, à ma famille et à moi-même que je vais être heureux. J'ai choisi d'être heureux et je vais faire toutes les choses susceptibles de servir ma propre joie et ma propre évolution. » Vous avez dû tous faire cette expérience, n'est-ce pas? Et effectivement, pendant un moment, vous ne pensez et ne réagissez plus de la même manière, d'accord? Le problème est que 1 heure plus tard, les cellules qui ont l'habitude d'être activées ensemble quelque part en bas de votre cerveau s'aperçoivent que celui-ci ne leur fournit plus les mêmes substances chimiques. Et alors, elles s'interrogent et disent « Mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien fabriquer là-haut ?» Nous sommes là depuis 20 ans. Nous avons modifié nos récepteurs et nous sommes déjà prêtes à connaître l'état neurochimique habituel. Et voilà que tout d'un coup, il n'y a plus de substances chimiques. Les cellules disent alors, on ne va pas supporter ça longtemps. Approchez-vous, approchez-vous. Et puis elles disent, il faut quand même dire au cerveau que le boss c'est nous. Nous avons été conditionnés, nous avons été entraînés à cette manière d'être grâce à un cycle continuel de réactions neurochimiques. Et puis elles disent encore, bien,
Unissons-nous. Et elles envoient un message direct au cerveau en passant par la moelle épinière. J'appelle ça la voie rapide, lui ordonnant de créer des circuits neuronaux différents pour que nos pensées puissent concorder avec le ressenti auquel notre corps a été habitué. D'ailleurs, lorsque nous ne fabriquons plus les substances chimiques qu'on est supposé fabriquer, le thermostat de ces substances chimiques, c'est-à-dire l'hypothalamus, quand il constate cette baisse de substances chimiques, il envoie un signal au cerveau pour lui demander de faire en sorte que nos pensées soient en conformité avec notre ressenti habituel. Et en l'espace de quelques secondes, vous commencez à entendre ces subvocalisations, vous savez, ces voix, ce bavardage, ces autosuggestions qui vous disent « Tu peux commencer demain, tu sais ». Demain, ça sera mieux. Et pourtant, vous aviez proclamé que vous vouliez changer et vous vous étiez dit « Je ne vais plus me plaindre, je ne vais plus blâmer personne, je ne vais plus inventer des excuses. Et bien sûr, si vous êtes italien, je ne vais plus m'apitoyer sur moi-même. » Vous vous étiez dit, effectivement, je vais mettre fin à tel ou tel type de pensée et de comportement. Le problème est qu'en changeant vos pensées, votre corps, maintenant qu'il est devenu l'esprit, se met à envoyer des signaux au cerveau, aussi bien par le truchement de la voie rapide du système nerveux que par le truchement de la voie lente des circuits cérébraux en vue d'influencer vos pensées, vous éloignant ainsi de la grandeur à laquelle vous aspiriez. Car en effet, lorsque ces voix apparaissent dans votre esprit, vous y croyez, vous pensez que ça vient de vous. Et une fois que vous les avez acceptées comme venant de vous, tout recommence comme avant. Puisque nous savons que l'habitude est le fait pour le corps de devenir l'esprit, changer donc consiste à retirer au corps le contrôle qu'il a sur l'esprit et à redonner ce contrôle au cerveau, ce qui requiert une volonté active. C'est aussi pour cette raison que vous voyez des gens proclamer vouloir être heureux ou vouloir faire des choses qui soient bénéfiques à leur développement personnel, mais vous les retrouvez une heure plus tard affalés sur un canapé avec la télécommande à la main en train de manger une glace sans avoir la moindre idée comment ils en sont arrivés là. Pour que nous puissions changer donc, l'esprit et le corps doivent marcher de concert. Combien de fois nous proclamons vouloir quelque chose, mais nous oublions que, après tant d'années de conditionnement, notre corps, lui, s'est habitué à un tout autre programme. Nous oublions que, à force de répéter une pensée ou un geste maintes et maintes fois, nous apprenons à notre corps à devenir l'esprit et à le connaître bien mieux que ne le fait le cerveau lui-même. Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous souvenir d'un numéro de téléphone? Et comme vous ne pouviez pas vous en souvenir consciemment, vous aviez pris le combiné et vous aviez fait ça. Que s'était-il passé à cet instant précis? Vous ne vous souveniez plus consciemment du numéro que vous vouliez composer, mais étant donné que vous l'aviez fait assez de fois, votre corps était devenu maintenant bien plus apte à le faire que ne le pouvait votre propre cerveau. Et c'est le même phénomène qui est en jeu quand il s'agit de l'acquisition des automatismes. Les différents systèmes cérébraux que nous possédons, car nous avons en effet 3 cerveaux en un, sont conçus de façon à ce que nous puissions passer de l'étape de la pensée à celle de l'action et puis à celle de l'être. Seulement, arrivé à l'étape de l'être, nous aurions déjà appris au corps à mieux connaître nos besoins que ne peut le faire l'esprit lui-même. Donc, dans le cas d'une personne qui a passé 20 ans à souffrir, 20 ans à entretenir les mêmes pensées, à effectuer les mêmes gestes et à envoyer les mêmes signaux au corps, seriez-vous d'accord pour dire que, après tant d'années, le corps et l'esprit de cette personne se seront habitués à fonctionner ensemble? Seriez-vous d'accord pour dire que cette personne sera alors passée maître dans l'art de souffrir, que son bain chimique interne sera devenu bien plus important pour elle que n'importe quel autre stimulus externe, qu'elle pensera et agira plus grand que son environnement? N'est-ce pas qu'il s'agit là, si l'on prend les choses au premier degré, d'une véritable maîtrise, puisque la personne pense et agit plus grand que son environnement? Vous connaissez tous des gens autour de vous qui s'obstinent à rester dans leur souffrance, et quand vous leur dites « Écoutez, ce soir on va sortir dîner avec des amis, ensuite on va aller voir un spectacle comique, après quoi nous allons rencontrer d'autres amis avec qui nous irons prendre un verre ou deux, vous voulez venir avec nous ?» Non, je ne peux pas. Je ne veux pas mettre fin à cet état chimique auquel je me suis bien habitué.
It's way too familiar. C'est un état que je connais si bien. So are they insisting on a chemical state? And their insistence on that chemical order. Ne pensez-vous donc pas qu'en réagissant de la sorte, ces gens s'obstinent à maintenir leur état chimique tel quel, et que leur état chimique est plus important pour eux que n'importe quel autre stimulus? Ces gens pensent au premier abord plus grand que leur environnement. Seriez-vous d'accord avec ce constat? Et ne pensez-vous pas qu'il eût été mieux pour eux de chercher à acquérir des connaissances pour pouvoir être joyeux et d'appliquer ensuite ce qu'ils ont appris, de le personnaliser, de le prouver? Ne pensez-vous pas que s'ils venaient à modifier leur comportement et à accepter d'avoir de nouvelles expériences, ne pensez-vous pas qu'ils connaîtraient de nouveaux sentiments qui, à force d'être expérimentés, finiraient par se transformer en un état d'être appelé la joie? Et n'est-ce pas que s'il s'efforçait de maintenir cet état intérieur, celui-ci deviendrait une habitude tellement ancrée qu'elle aurait bien plus de poids que n'importe quel stimulus externe? Théoriquement, n'est-ce pas que c'est le même processus qui s'applique dans ce cas aussi? Il s'agit donc bel et bien d'apprendre à rompre avec l'ancien soi pour acquérir un nouveau soi.